Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit, juste, mais alors tu regarderas ça après si ça t'intéresse, Jean-Pierre. Mais donc, Agile Buyer, c'est vraiment, enfin, c'est le sondage sur les acheteurs qui fait autorité dans la profession. Et ils ont, alors je cherche le chiffre exact, plus de 40% des directions achats qui sondent, c'est les entreprises de plus de 5000 salariés. Et donc, ils sont à 47% à tenter de relocaliser leurs achats, dont 65% des directions achats de l'automobile qui ont été un peu quand même traumatisées, je crois, par la crise des semi-conducteurs et par etc. Et alors, sur les semi-conducteurs, évidemment, là, tu ne pourras pas faire du Made in France, mais il y a énormément de trucs, en fait, où on se rend compte, mais on en discutera plus profondément, où tu peux faire du Made in France. Et là, il y a peut-être, ou en tout cas du Made in Europe, et là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà, je ne sais pas si ça, c'est... C'est un mouvement qui dépasse l'économie, à mon avis. Ouais. C'est un peu le retour au localisme, ou même au patriotisme, à l'idée de puissance, qui est revenue en 2021, je trouve. Et moi, j'y suis assez favorable. Hein. Tu sais, moi, j'ai en concurrence frontale des entreprises qui s'appellent Goldman Sachs, JP Morgan. Tu veux dire sur le conseil, gestion, patrimoine, marché, stratégie marché, etc. Exactement. Quoi. J'ai des quantités de gens qui sont abreuvés de littérature anglo-saxonne. Et je suis très heureux de trouver parfois des gérants d'actifs, des banques privées, des family office, enfin ceux qui font le cœur de ma clientèle, s'intéresser à une petite boîte de conseil là, qui fait son chemin, parce qu'aujourd'hui... on a les cahiers verts de l'économie. Ouais, qui fait son chemin, parce qu'on a plus de 360 clients aujourd'hui. Quand j'ai racheté il y a 13 ans, on n'en avait même pas 60. Donc malgré la régulation, tu vois, malgré... Et quand tu étais, parce que tu as été patron de la recherche-action de BNP Paribas, c'était ça en gros. La recherche économique et stratégique, voilà, pas les actions. BNP Paribas. Là aussi, tu es en frontal bah bien sûr, avec les anglo-saxons. Là, je t'ai cité les plus gros, mais il y a tous les Européens, il y a UBS, et Crédit Suisse, etc. Ah oui, mais ça, les Européens, ils sont dans le jeu. Dans le jeu de relocalisation, a priori, tu le fais à l'échelle européenne. Les décisions sont prises à Londres, si tu veux. Ouais, c'est ça, pas dans ça, le problème, c'est pas... Les équipes de recherche, en particulier, sont délocalisées à Londres. C'est ça, le problème. Tu as vu cette Les gens qui écrivent en français, si tu veux, comme nous, sur les marchés, sur l'économie, il n'y en a quasiment plus. Et ça, c'est un enjeu d'écrire en français ? Bah, c'est-à-dire que, oui, ça me fidélise vis-à-vis de mes clients francophones, c'est-à-dire des gens qui sont attachés aux Français, alors les Français, évidemment, mais aussi la Suisse romande, le Luxembourg, la Belgique, Monaco, le Québec. J'ai des clients au Québec. On attend plus à Monaco, à mon avis. Ouais, tu as vu cette histoire, alors double histoire quand même très intéressante, qui est que, en fait, la City n'a rien lâché ou très peu, et que la Banque Centrale Européenne est en train de passer au peigne fin l'ensemble des soi-disant délocalisations en Europe des grandes banques de la City anglo-saxonne pour voir si ce n'est pas des coquilles vides. Des back-office. Voilà, et des coquilles vides avec 3 stagiaires pour avoir la licence bancaire et pour faire genre, absolument, on a délocalisé, et pour voir s'il y a une réalité de ces délocalisations. Tu vois, même une institution comme la Banque Centrale Européenne, ou même le discours de la Commission, ou même le discours du nouveau chancelier allemand, est beaucoup moins naïf qu'avant. Super intéressant. C'est ça qui a changé depuis 2 ans. Fondamentalement avec la pandémie, c'est le côté très positif, moins naïf, voilà. Moins de naïveté, plus de lucidité. Et moins d'angélisme sur les mécanismes de marché qui devaient, ensemble, nous amener une prospérité généralisée. C'est des monopoles, tout ça. Et moi, ce que je dis à tous mes clients, c'est, écoutez, on s'est fait avoir sur tellement de trucs depuis 40 ans. Hein. Bloomberg, par exemple. Regarde Bloomberg, ils ont un quasi-monopole. Ouais. Monopole. Ouais. C'était pas le cas il y a 40 ans. Ouais. Netflix. Enfin, et puis, non, Netflix, tu peux pas dire que c'est un monopole, Netflix, non. Il est quand même... Mais tu prends toutes les plateformes américaines, tu arrives effectivement à une forme de monopole. Voilà, c'est ça. Si tu prends Disney, Netflix, Prime Video... Et je parle même pas des GAFAM, où tout ça, c'est tellement caricatural, mais on s'est quand même fait avoir, alors qu'on avait toutes les capacités de le faire. Et moi, dans mon très modeste petit jardin de la recherche macro et stratégie d'investissement, on est autant capable, parce qu'on a des très très grosses maisons, dont certaines reconnaissent qu'on est aussi bon que les soi-disant de grandes qui ont pignon sur rue. Mais tu vois, il y a quand même des habitudes de l'inertie. Un journaliste français, tu vois, des Échos, s'il va faire un truc sur le marché action américain, il va interroger le chief economist ou le global chief strategist de Goldman Sachs. Voilà, la soumission
au sens welbeckien du terme. Attends, alors je vais juste, mais on peut le faire là, je vais juste parler à ma régie pour dire que ce serait bien que vous démarriez le chrono. Voilà. Et puis si vous pouviez nous donner une idée depuis combien de temps on parle, ce serait aussi pas mal. On a le temps, mais enfin on n'a quand même pas une heure. Mais tu sais, alors, il viendra à la fin du mois Augustin Landier et David Tesmar, deux économistes donc très marché, très équation, très libéraux. Oui, mais presque dans l'idée que le marché pur et parfait, en fait, ça existe et si on met ça, on peut avoir en face des réactions quasi automatiques. Écrivent un bouquin que j'ai pratiquement fini là ce week-end, et puis donc, encore une fois, il viendra à la fin du mois, qui s'appelle Le prix de nos valeurs. Tu as entendu parler de ce bouquin? Tu l'as lu déjà? Je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? J'ai lu un compte rendu. Formidable. Oui, mais... Et donc, je le dis très rapidement. Attends, je le dis très rapidement. Voilà. Donc, toute l'idée, c'est que ces gens-là, enfin, ces économistes, École d'économie de Toulouse, c'est Jean Tirole, c'est les équations, c'est le pouvoir de marché, c'est tout ça. Tous ces gens-là disent, on s'est peut-être un peu gouré. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais quand même. Et on a laissé de côté, en fait, les gens, leur comportement parfois irrationnel, mais néanmoins, c'est ça qui fait l'économie. Il parle notamment du libre-échange. Et le libre-échange, rationnellement, il faut le défendre. Et pourtant, les gens, les citoyens ne le défendent pas tant que ça, parce qu'il y a d'autres valeurs à côté qu'ils mettent en avant. Et donc, tout leur sujet, c'est « OK, mais alors, il faut qu'on essaye de mesurer combien nous coûtent nos valeurs. » Voilà un projet absolument passionnant. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important. Le coût des délocalisations, ce n'est pas seulement des pertes d'emplois, c'est la désintégration du territoire, tu vois, l'archipélisation de la société française dont on parle tant. Tout à fait. Voilà, le déclin des villes moyennes, etc., jusqu'à récemment. Ça a un coût. Tout à fait. Ça a un coût, mais ça a un prix. C'est-à-dire qu'il va falloir, si on veut que, j'en sais rien, Alstom continue à fabriquer en France le train qui va rouler sur les lignes de TER, il va falloir savoir ce que ça coûte. Absolument. Et ça, donc le payer en termes d'impôts, en termes de tickets, en termes de tout ça. C'est une vue globale qu'il faut avoir. Et la vue globale, c'est pas facile dans la théorie économique. Il y a toutes les théories sur les externalités qui datent du début du XXe siècle. Mais il faut aller au-delà. Donc les externalités, on le dit d'un mot, c'est les conséquences en fait, positives ou négatives, de l'activité économique. Hors marché. Qui ne sont pas prises en compte directement par le marché. Exactement. Voilà. Et il faut tenir compte de ça à un niveau quasiment macro-global, c'est-à-dire les coûts politiques même, d'une certaine manière. Parce que je pense qu'aujourd'hui... les démocraties sont quand même en mauvaise posture, c'est moins qu'on puisse dire. Les régimes démocratiques eux-mêmes, ou les pays qui étaient antérieurement démocratiques et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Donc ça aussi, ça a un prix, pour répondre tout à fait à ta question. C'est un prix d'ailleurs même économique, parce que penser qu'une société peut vraiment innover dans le temps long, vraiment sans régime démocratique, où les opinions sont vraiment trop encadrées, ça me paraît un peu difficile dans le temps long. Bien sûr. Voilà. Donc, ça même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas seulement des conséquences politiques, sociales pour nous, ça a des conséquences aussi, même économiques de long terme. Mais ce que je veux dire, moi quand je faisais des interventions avec toi à BFM ou ici, où tu disais que j'étais pas assez libéral parce que je préconisais du déficit public, tout à fait. C'était la même chose. C'est la même chose. Quand je dis qu'il faut absolument maintenir des taux d'intérêt très très bas, très longtemps, quels que soient les inconvénients, y compris si ça maintient l'immobilisme de l'État français. Alors tiens, avançons dans ce débat. Parce qu'en fait, c'est à peu près la même chose. Tu avances des arguments rationnels et à chaque fois, ils sont très intéressants. Après, comme moi, tu discutes, alors encore plus, parce que tu discutes avec des clients fortunés, moi je discute avec des chefs d'entreprise, avec des agences économiques. Ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'il y a un côté martingale, irrationnel, dans la poursuite de cette politique, qui fait qu'à un moment, tu vas avoir, de la même façon que tu dis le libre-échange c'est optimal, non, parce qu'à un moment, les citoyens se révoltent contre le libre-échange. À un moment, les citoyens vont se révolter contre cette dette qui n'arrête pas, contre ces taux d'intérêt à taux négatifs auxquels ils n'arrivent pas à comprendre que ce soit rationnel. Tu comprends? Et à un moment, tu as, j'en sais rien moi, fuite devant la monnaie, des comportements qui peuvent devenir irrationnels
Parce que les gars, ça leur fait peur, ce système. Non, ça ne leur fait pas peur. Et si tu expliquais aux gens que si jamais on remontait les taux d'intérêt, les charges d'intérêt remonteraient tellement dans les dépenses Mais publiques... ils vont te dire, elles vont remonter de toute façon un jour, les charges d'intérêt, monsieur Jean-Pierre Petit. Monsieur Stéphane Soumier... Et donc je veux me mettre à l'abri maintenant, et je veux essayer de me mettre à l'abri maintenant contre ce qui sera une catastrophe. Voilà ce qu'ils disent. Monsieur Stéphane Soumier, les taux d'intérêt qui remontent, ça fait des décennies et des décennies que j'en entends parler. Je sais. Nous avons la plus forte baisse des taux d'intérêt d'histoire en 40 ans. Et les taux d'intérêt réels, à mon avis, alors de temps en temps, ils vont remonter comme aujourd'hui, là, depuis quelques séances, ils remontent, mais ils vont rester extrêmement bas très longtemps. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'un point de vue Jean-Pierre, économique. tu n'entends pas ce que je te dis. Si, Ce sont tes arguments rationnels, ce que tu es en train de me développer encore une fois. Non. Mais en face, tu as des gens qui refusent d'entendre ça aujourd'hui, qui n'en peuvent plus, qui disent « Regardez, l'inflation ». Tu auras beau leur dire « C'est une bosse d'inflation, elle va disparaître dans 6 mois ». Ils te diront « Non, 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 c'est une alerte ». Vous êtes en train de faire n'importe quoi avec la monnaie, vous êtes en train de faire n'importe quoi avec les dettes, et ça va nous exploser à la figure. Non, pas du tout. Pas du tout. Les taux d'intérêt vont rester, à mon avis, très très bas, et surtout les taux d'intérêt réels vont rester négatifs ou proches de zéro pendant extrêmement longtemps, pour des raisons économiques, à cause du poids de la dette, mais pour des raisons également sociales, parce que sinon c'est impossible. Tous les jours, je ne parle même pas de la campagne électorale française, je parle dans le monde, on évoque des besoins ici ou là, dans le système éducatif, dans la sécurité, dans les infrastructures, dans la transition énergétique. Et comment on va les financer ? 500 milliards, a dit Thierry Breton hier pour le. Et d'ailleurs, que ce soit de la dette privée ou de la dette publique, peu importe, parce qu'il ne s'agit pas de mélanger l'une et l'autre, mais de toute façon, ça revient au même. Il faudra que ça soit financé, ce truc-là. Et plus le taux d'intérêt... Ça veut dire qu'il faut que tu aies l'ensemble d'un système qui accepte de jouer ce jeu, Jean-Pierre, pas les seules banques centrales. Si tu disais aux gens, je vais remonter les taux d'intérêt de 300 points de base, tu vas supprimer des effectifs dans l'éducation nationale, dans l'hôpital, etc. Alors là, je peux te dire... Oui, mais ce n'est pas les gens qui décident. À un moment, c'est les marchés eux-mêmes qui font leurs arbitrages. Et pourquoi les marchés ? Alors, écoute, on a 7%, je parie qu'on va atteindre 7% d'inflation aux États-Unis. De toute façon, on y est presque, on est à 6,8. Hein ? On a dans combien de temps ? Dans 6 mois ? Non, là, maintenant. 7% d'inflation. La croissance américaine, au dernier trimestre, est autour de 6,5 en volume, ce qui est beaucoup. 7% d'inflation. Et quel est le taux d'intérêt long moyen aujourd'hui ? 1,60, là, juste avant de venir, 1,76, je crois. Attends. Si je t'avais dit ça il y a 5 ans, tu m'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlot ? Les marchés ont intégré ça. Ils ont intégré ça. Et ça ne bougera pas. Si, ça montera de temps en temps. Et j'exclus pas qu'on passe au-dessus de 2, si tu veux. Mais est-ce que ça va changer ? Oui, c'est ça, je comprends. Ça ne va pas monter à 4 ou 5. C'est ça. Parce que si ça monte à 4 ou 5, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. L'ensemble de l'économie s'écroule. Et à ce moment-là, si l'ensemble de l'économie s'écroule, qu'est-ce que va anticiper monsieur marché obligataire ? Il va anticiper des baisses de taux. Et donc, ça va repartir. C'est comme ça que ça marche. Alors, justement, croissance, tout ça. Alors, revenons sur le quotidien de ce qui se passe en ce moment. Omicron, même pas peur ? Si, enfin, faut quand même regarder. Mais maintenant, il est acquis que la contagiosité est extrêmement forte, mais que le taux de virulence est extrêmement faible. Voilà. Donc, avec ça, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit que si on atteint le pic de contamination dans peu de temps, on va prendre la France, là, dans quelques jours ou même dans 15 jours, 3 semaines, et ben forcément, après, les taux d'hospitalisation vont baisser. Donc, on n'aura pas atteint les niveaux extrêmes qui auraient abouti à ce que le gouvernement français prenne de nouvelles mesures très restrictives. Tu sais, on dit assez régulièrement les marchés sont irrationnels, etc., ne tiennent pas compte de la réalité. On se faisait la réflexion avec Grégoire Favet, justement, en discutant. Grégoire Favet, un smart bourse, évidemment. À aucun moment, ils ont compris tout de suite. Il n'y a pas eu d'alerte Omicron sur les marchés. Il y a eu un petit coup à un moment, mais en fait, quasiment rien. Comme si tout de suite, ils avaient parfaitement analysé ce qui était en train de se passer. Mais les conséquences Omicron sur la conjoncture sont Omicron, Delta, du virus, on va dire, d'une manière générale, malgré toutes les spécificités d'Omicron, c'est-à-dire sa contagiosité beaucoup plus forte, sont à chaque fois beaucoup plus faibles. C'est ça. Et les données, on les a. L'Afrique du Sud, ça a démarré là-bas. Le Royaume-Uni, c'était plus en avance. On voit déjà que ça commence un petit peu à diminuer. Et tu vas voir que dans quelques jours, alors je ne vais pas faire des prévisions là-dessus, mais dans quelques jours, quelques semaines, en France, tu vas voir que ça va commencer à diminuer. C'est tout.
C'est comme ça. Le taux de séroprévalence est très élevé. Le taux de vaccination n'a jamais été aussi élevé. Et là, maintenant, on va parler de 3e dose, et puis même 4e dose. Israël est en avance, comme d'habitude. Et donc, voilà. Alors, ça a quand même un peu pesé sur la conjoncture. Il y a de la distanciation sociale volontaire, atteinte à la confiance. Certains services sont quand même touchés. Donc, pour la croissance de la zone euro, par exemple, qui, sur Omicron, dans les grandes zones, elle a plus touché. Par exemple, au T4, on n'est pas à 6,5 comme les États-Unis. On est plutôt autour de 2, quoi. Tu vois, c'est pas terrible. Et puis le premier trimestre risque d'être en demi-teinte, 2, 2,5, quoi, tu vois, ça va pas être génial. Mais ça va remonter au T2. Voilà. Voilà. Et quand Bruno Le Maire, qui va peut-être remonter dans ton estime d'ailleurs, Bruno Le Maire, maintenant qu'il est héros welbeckien, tu vois, quand Bruno Le Maire dit j'ai aucune raison de modifier. C'est un gars sérieux, Bruno Le Maire. On peut pas dire, voilà, c'est pas, j'ai jamais trop critiqué. Il est assez solide, hein. C'est pas un galuron, mais c'est un gars... Non, mais à une époque, tu sais, t'employais ce terme de bavardage. Tu disais, ils perdent du temps. Oui, il perd du temps, bavardage. Il a pris, Bruno Le Maire, il a pris un petit peu d'étoffe, je trouve. Je suis assez d'accord. Il a pris d'étoffe et il a pris un peu de personnalité. Il a bien pas mal mené sa fonction, quand même. D'ailleurs, il a été maintenu. Il a été maintenu et si j'en crois, et là-dessus j'ai de bonnes infos, l'idée est qu'il le soit encore avec le prochain quinquennat. Avec le prochain quinquennat, voilà. Si Macron est élu. Si Macron est, évidemment, si Macron est élu. Mais en gros, a priori, il n'a pas envie de devenir Premier ministre, quoi. C'est pas l'idée. Il est très bien en fait à Bercy. Il s'est rendu compte qu'il avait. Mais bien sûr, il a raison. Il s'est rendu compte qu'il avait là. Il est autonome. Il est autonome, enfin, il a une certaine autonomie là-dedans. Total. Et en plus, c'est intéressant parce que connaissant les rouages maintenant parfaits de l'ensemble de la machine, on peut avoir là quelque chose de il a envie de capitaliser, puis il rencontre des gens plus intéressants. Premier ministre, c'est un enfer, quoi, franchement. C'est de l'interministériel à longueur de temps. C'est résoudre les problèmes de coordination, arbitrer dans tous les sens. Tous les premiers ministres le disent en général. Ouais, tout à fait. Donc, quand il dit « j'ai aucune raison de revoir à la baisse mes prévisions de croissance pour 2022 », tu es d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord. Il est à 4% et tu es d'accord avec lui? Oui, je suis même un peu plus. Alors, est-ce que le souci est en Chine, là, en ce moment? Non, justement, elle a mieux résisté. Pourtant, il y a une ou deux provinces qui sont touchées. Il y a des incitations qui sont prises par les autorités provinciales pour faire en sorte que les gens, au moment du Nouvel An, ne quittent pas leur... voilà. Il y a tout un tas de trucs un peu... Mais sur les derniers chiffres que j'ai vus, sur le T4, si tu veux, on n'est pas là entre 4,5 et 5% de croissance annualisée. C'est pas trop mal compte tenu de leurs difficultés, sachant qu'ils n'ont pas que le virus. Ils ont le secteur immobilier qui est en grosse difficulté. J'entendais ce matin François Langlais, pour ne pas le nommer, alors en plus sur RTL, c'est pour faire une chronique sur l'immobilier en Chine sur RTL à 7h30, il faut le vouloir. Et lui, il est très très inquiet. Il est très très inquiet, et notamment d'une faillite bancaire en cascade, enfin d'un scénario à la Lehman Brothers en Chine. Ils ne laisseront pas tomber. C'est eux qui détiennent les banques. Ils ont des réserves de change, ils ont un excédent courant, une cascade de banque. S'il y a bien des autorités qui n'ont pas trop fait de conneries, ils en ont fait quelques-unes, mais pas trop de conneries telles que celle de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, c'est bien les Chinois. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se contenter de faire ça. Et ils ont les manettes. Non, je pense que le processus... Alors, par contre, l'immobilier, ça c'est l'argument est juste, c'est que l'immobilier va peser négativement sur la croissance. Alors que sur les dernières années, il avait pesé positivement. Il y a la tech aussi qui pèse négativement, parce que la tech a quand même été très fortement... Oui, mais ça, c'est pas un pur mouvement boursier. Tu parles de la tech en Chine ou la tech dans le monde en général? En Chine. Ah oui, la tech en Chine, oui. Parce qu'il y a eu reprise en main. Il y a eu reprise en main, donc c'est pas terrible. Les valorisations ont baissé, donc il y a moins de... Les conditions financières sont beaucoup moins sympas. Donc tout ça, faut en tenir compte. Mais quand même, malgré tout, les Chinois gèrent à peu près bien les derniers chiffres de directeurs d'achat étaient assez bons, quoi, dans l'ensemble. C'est pas terrible, hein. C'est pas, je suis en train de te dire. Je sais pas, j'entends 4-5% pour la Chine, c'est comme si nous, on était quasiment en stagnation. C'est fini, la Chine. Quand tu as 5 000 $ par habitant, c'est normal de faire 10, comme c'était le cas dans la décennie 2000. Dans la décennie 2000, ils ont fait 10,5. Tu te rends compte? C'est extraordinaire. De croissance par an, tu veux dire? Croissance par an. Là, dans la décennie 2010, il faudrait que je vérifie, mais ils ont dû faire un petit peu moins de 7. Mais là, sur cette décennie-là, il faut s'attendre à 4,5. C'est plus un pays pauvre. C'est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Donc, c'est normal. Et d'ailleurs, Et c'est pas leur stabilité qui va être menacée parce que tu as encore quand même des wagons
de paysans pauvres. Alors tu dis, c'est un pays... Il y a quand même, t'as des centaines de millions encore de paysans à intégrer dans la machine. Mais c'est grâce à ça qu'ils feront 4, 5 et non pas 1 comme nous. L'urbanisation n'est pas terminée. Le taux d'urbanisation en Chine est de 37%. Le taux de ruralité est de 37%. Le taux d'urbanisation est de 63%. Donc ils ont encore un mouvement d'urbanisation à venir. Donc ils ont encore un potentiel de gain de productivité par rapport à nous, par rapport aux pays occidentaux. Je trouve qu'ils sont très préventifs sur l'innovation, sur le système éducatif. Et là, toutes les mesures de régulation, c'est ça aussi. Limiter les inégalités, parce que là, on en revient au débat du début. Là, ils se sont aperçus que, si tu veux, des Jeff Bezos en Chine, alors que tu as encore des millions de paysans qui sont tout juste au seuil de pauvreté, ça, c'est tout simplement pas possible. C'est pour ça qu'ils ont cogné là-dessus. Ils savent très bien que les cours privés qui sont hors de prix... Et ça, c'est pas possible pour les classes moyennes, parce que les bulles immobilières dans les grandes villes, enfin, c'est hallucinant. Les prix immobiliers trop élevés, c'est pas possible pour l'intégration. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Ils vont intervenir sur la santé aussi. Ça, c'est dans un but de stabilité sociale. Et on en revient au bouquin de Landier Tesmar. De Landier Tesmar. Ben oui, mais eux, ils sont souvent en préventif. Et c'est là où ils sont bons, les Chinois. Ils sont très bons. Non, mais à t'écouter, je me dis, tiens, ce serait pas mal qu'on prenne une petite cure de pouvoir chinois, histoire de rétablir l'ensemble de nos équilibres qui se barrent dans tous les sens, là. Je suis pour la démocratie, et je le prouve ici, simplement. Mais les démocraties, leur problème, il faudrait peut-être qu'on en parle une autre fois, c'est leur impuissance qui frappe. C'est pour ça que... Là, il y a un sujet, alors, par exemple, autour de l'Ukraine qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, l'impuissance des démocraties, c'est l'impuissance qu'elles se sont elles-mêmes mises en place. Mais où est-ce que tu la vois, cette impuissance de la démocratie, Jean-Pierre, enfin. Le Conseil constitutionnel qui décide ce qu'il veut sur le préambule de la Constitution, enfin, c'est pas normal. La Cour de cassation qui décide à la place du législateur, le Conseil d'État qui décide... Mais il y a toujours des cours suprêmes au sommet des démocraties. C'est obligatoire à la séparation des pouvoirs. C'est du... Je ne suis pas d'accord avec toi. Tocqueville de base, quoi. Ah non, je ne suis pas d'accord. Général de Gaulle, qui a rétabli la démocratie par 2 fois, était contre l'interprétation par le Conseil constitutionnel du préambule de la Constitution. Et c'est la première fois, la première fois, c'est un arrêt Ville-Nouvelle-Est de 1971 que le Conseil constitutionnel s'est permis d'interpréter comme il le souhaitait le préambule de la Constitution, de façon purement qualitative. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et alors, disons-le, c'est un point sur lequel Éric Zemmour veut revenir, justement. Voilà. Zemmour ou les autres, je m'en fous. Ah bah oui, mais c'est le seul. C'est peut-être le seul qui en comprend les enjeux, j'en sais rien. Mais non, enfin, en tout cas, c'est lui qui veut revenir là-dessus. Et puis il y a l'Europe, et puis il y a les lobbies, et puis il y a le corporatisme. Tu peux rien foutre. Enfin, c'est ça, c'est l'impuissance publique et l'immobilisme public. C'est ça qui rend séduisant chez certains, pas une minorité, le pouvoir chinois. Parce que sur Poutine, ça on sait très bien que le résultat économique est désastreux, mais sur le plan, parce que l'économie russe est encore moins diversifiée qu'il y a 20 ans, mais sur le plan de la Chine, c'est une grande réussite économique, c'est indéniable, et technologique, et politique. Je lisais, je ne sais plus où j'ai lu cette chronique, alors il faudrait que je retrouve le nom de cet artiste chinois qui était en visite aux États-Unis, et qui, c'était très bien décrit dans le petit article, a pris un air fatigué, il a même devancé. Vous allez encore me poser des questions sur les droits de l'homme en Chine, et disant un peu ce que tu dis, disant, écoutez, c'est pas notre sujet à nous Chinois aujourd'hui. C'est compliqué à entendre quand même, compliqué à entendre, mais intéressant. Mais en même temps, pourquoi est-ce que la machine tourne? On peut évidemment faire plein de critiques sur notre ensemble européen, mais la machine tourne, elle est solide, elle a affronté cette pandémie, elle a tranquillement triomphé de cette pandémie, elle a trouvé les recettes monétaires et économiques pour y faire face, et elle est aujourd'hui en pleine croissance. Elle tourne, cette machine démocratique, Jean-Pierre. Elle est lente, elle est naïve, elle est, regarde, sur la Turquie, elle est beaucoup. Mais quoi sur la Turquie? La Turquie, c'est quoi le sujet sur la Turquie? Mais la Turquie, il y a une renaissance à l'est de l'Europe de 2 ambitions impériales. C'est la Turquie et la Russie. Bon, on a été très très naïfs, on est très très dépendant de la Turquie sur le. Mais quoi, sur la migration des Syriens, c'est tout. Pour le reste, on n'est pas dépendant. Ah bah oui, mais tu peux rien, c'est les frontières. Ah bah oui, d'accord. C'est la géographie, ça s'impose à toutes les régimes politiques. Il nous met la pression, une pression très très forte. Sur la Russie, on est très dépendant sur le... Regarde, je prends un truc d'actualité, mais le gaz, par exemple, il nous met une pression d'enfer.
Tu vois, on n'a pas su réfléchir avant, on a été beaucoup trop naïfs. On s'est illusionné. C'est pour ça qu'on est devenu l'idiot du village global. On a pensé le monde comme le jardin d'Éden, alors que c'est Jurassic Park. C'est ça le problème. C'est Jurassic Park, ce monde-là. C'est un monde tout sauf naïf. Et on est très en retard là-dessus. Bon. Et dès que ça va bien, d'ailleurs, je sens que on reparle de Ah ben non, parce que là, l'agenda, donc on peut en dire un mot, l'agenda Macron, présidence française de l'Union européenne, taxe carbone aux frontières, revoir les systèmes d'appel d'offres qui, c'est vrai, sont ahurissants. Tu ne peux pas, où que tu sois en Europe, réserver un appel d'offres à des entreprises européennes. Bon, ouais. Voilà. Bref, enfin... oui, non, porter le fer contre les GAFA. Bref, ce sont une refonte de l'ensemble du système d'immigration. Ce sont des éléments de souveraineté, justement, qu'il veut mettre en avant. Je trouve que grâce à la pandémie, on retrouve des éléments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de puissance revient, l'idée de souveraineté revient, et c'est bien. Mais n'oublie pas que ces concepts-là ont été rejetés par les élites pendant des décennies. Il y a 10 ans, voilà, c'est fini. D'accord, mais ça explique nos difficultés, en grande partie. Hein. Ouais. Si on a pris autant de retard, c'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'il y a des manifestations de prise de conscience, de lucidité qu'on voyait moins, et la pandémie nous a plutôt rendu service, je suis d'accord. Où sont les risques ? Là, si tu regardes un peu, si tu cherches une... Les marchés ou sur... Oui, macroéconomique. Alors, marché, bon, il peut y avoir des coups de marché à la limite. Bon. Non, risque macro, j'en sais rien. De bruit de bottes en Ukraine, ça a l'air de préoccuper énormément de gens. Oui, bruit de bottes. À force de nous dire que ça ne peut pas arriver... tu te dis que ça peut arriver. Qu'est-ce que souhaite vraiment Vladimir Poutine ? Voilà. C'est une vraie question. Et autant surtout, que Xi Jinping est lisible, mais alors Poutine, j'avoue que de temps en temps, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, bruit de bottes alors Taïwan, il faut toujours surveiller Taïwan. Parce que je pense que Xi Jinping va tester l'autorité américaine. L'affaiblissement de Biden, ça c'est un point extrêmement important. Le retour de Trump ? Déjà, il y a les élections primaires. Pas primaire, pardon, les élections de mi-mandat, comme on dit, de mid-term. Absolument. Au mois de novembre, c'est à peu près certain qu'il va perdre au moins une des deux chambres, parce que là, les sondages et la prise de Kaboul, on ne se rend pas compte comment la prise de Kaboul a été un électrochoc pour l'opinion publique américaine, sachant que là, regarde, il n'a même pas réussi à faire passer son troisième plan de relance, le Build Back Better. Il y a l'inflation, même si c'est pas de sa faute, mais enfin bon, disons que voilà, et sa personnalité quand même dans l'ensemble ne convainc pas, voilà. Et donc paralysie américaine. Paralysie américaine à partir de paralysie sur tous les grands projets en tout cas. Trump lance son réseau social mi-février. Le plus problématique sera pas 2022, sera 2024, la prochaine élection présidentielle. C'est ça. Ça. On va voir comment ça va se passer, parce que là, il y a un risque. Et dans l'interstice, Xi Jinping va voir s'il ne peut pas en profiter pour essayer de resserrer un petit peu les taux sur Taïwan. C'est évident que plus la puissance américaine apparaît affaiblie, même sur l'aspect diplomatie, relations internationales, c'est le président seul qui a la main. Hein. Mais quand même, malgré tout, s'il voit qu'il y a des difficultés, s'il y a des tensions intérieures au sein des États-Unis, il tentera le coup, oui, c'est sûr. Il tentera des coups. Attention, hein, j'ai pas dit qu'il allait envahir Taïwan, parce que le risque est... Asymétrique, t'allais dire ? Non, justement, le risque est symétrique. Hein. Il prend des risques. Hein. S'il se plante, Xi Jinping, il est mort. Hein. Je cite souvent un exemple, c'est Khrouchtchev. Khrouchtchev en 62. Les gens s'en souviennent plus, mais... Les missiles de Cuba ? Les missiles de Cuba. Faut pas oublier que Kennedy, à l'époque, était un président très jeune. Ouais. Il était né en 1917, donc tu vois, en 62, il avait 45 ans. Il s'était complètement planté sur la baie des Canchons, donc son image internationale avait été très affaiblie. Et donc Khrouchtchev a tenté le coup, mais il s'est planté. Et 2 ans après, il était débarqué. Tout successeur de Staline qu'il était. Voilà. Donc... quand les gens disent que Xi Jinping peut y aller, attention, d'abord, Xi Jinping a plein d'ennemis hein, au sein du comité central et peut-être même du bureau politique. Donc, le jour où il ira, il faudra qu'il soit sûr de son coup. Et sinon, en termes de croissance, en termes de... je veux dire, les risques qui seraient des risques alors purement économiques, tu vois pas... pénurie, inflation, pour toi, ça reste des éléments qui sont des éléments conjoncturels. Là, oui, l'inflation va rester élevée, elle va commencer à diminuer au T1. On va le voir au T1 à cause de l'énergie. T1, donc premier trimestre, donc là maintenant, là. Pas sur le dernier chiffre, là, mais sur les chiffres qui vont venir dans les mois à venir. Mars, quoi. Voilà. Même un peu avant.
surtout aux États-Unis, donc ça ne restera pas à 7, ça va commencer à diminuer. Après, les goulets d'étranglement, ça commence un petit peu à se débugger. Le prix du fret maritime J'ai vu ça. diminue. On voit que le nombre de cargos qui sont en stand-by dans les ports diminue. Il y a un débugage progressivement. Oui, sauf que les Chinois, avec leur politique zéro Covid, là, tu sens quand même que, là, on le racontait la semaine dernière, donc c'est Axian, j'ai découvert ça, qu'on fait des puces mémoire, voilà, j'ai découvert tout ça. Mais tu découvres ça à partir du moment où cette ville de Xi'an, alors c'est une ville au nord de la Chine, mais ça doit être 2 millions de personnes, est mise en confinement total, absolu. Ils ne veulent pas prendre de risques avant les Jeux Olympiques. C'est ça, c'est lié aux Jeux Olympiques. À mon avis, ils ne veulent pas prendre de risques avant ça. Et après, ça pourrait un petit peu s'alléger un peu. Les tensions en Chine depuis la première vague, elles ont toujours été très ponctuelles. Oui, mais ça t'organise des pénuries tournantes, quoi. C'est ça qui ça fout un peu le bazar. Pose le problème. Je suis d'accord, voilà. Mais ça permet de limiter la casse à peu près à 4,5% de croissance. J'ai regardé ça. Pour l'instant, ça devrait tenir. Voilà. Merci, mon cher Jean-Pierre. Je t'en prie, mon cher Stéphane. Et à bientôt. À bientôt. On continue Bismart.